Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Le casse-tête du logement décent au cœur de l'Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique. À suivre en tête de ce journal, les premiers débats de la rencontre ouverte ce lundi à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Le casse-tête de la vaccination anti-Covid-19, la campagne ne mobilise pas les foules. Invité de ce 20h30, le ministre de la Santé publique, il vient rappeler l'importance vitale de ce geste pour atteindre l'immunité collective au Cameroun. Le casse-tête de la pandémie qui plombe l'art musical au Cameroun. Dans le dossier de la rédaction, la fête de la musique 2021 noyée dans la grisaille du Covid-19. Et pour cette journée et les perspectives, vous entendrez le ministre des Arts et de la Culture. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Le Cameroun salue le partenariat gagnant-gagnant avec Shelter Afrique ce lundi à l'ouverture de la 40e Assemblée générale annuelle de cette institution financière panafricaine. Le Premier ministre chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, a révélé que sur les 3,2 milliards placés dans la société, le Cameroun aura bénéficié de quelques 24 milliards d'investissements. Méga événement, l'Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique mobilise quelques 43 ministres en charge de l'habitat à travers le continent. Ils vont dresser le bilan de ces 4 décennies de politique de logement en Afrique et tracer la cartographie des 40 prochaines années. Événement dans l'événement, à la suite du Kenya, le Cameroun hérite la présidence du bureau de cette Assemblée générale. Le reportage, Laurentine Bokono. Yaoundé, capitale camerounaise, est devenue pour quelques jours la capitale africaine de l'habitat. Afrique en miniature, le Cameroun et sa grande diversité de réputation internationale justifient humblement le choix porté sur Yaoundé. Placé sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement Joseph Diane Goté, en sa qualité de représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, la 40e Assemblée générale de Shelter Afrique a donné l'occasion d'évaluer la coopération quarantenaire entre le Cameroun et Shelter Afrique. Sur environ 3,2 milliards de francs CFA de capitaux placés dans la société, le Cameroun a bénéficié approximativement de 24 milliards de francs CFA d'investissement. Ces chiffres sont la traduction d'un partenariat mutuellement bénéfique en 40 ans de coopération. Ont également pris la parole au cours de cette cérémonie protocolaire d'ouverture Luc Atangana Mefsi, maire de la ville de Yaoundé, une ville pleinement investie dans la promotion des logements sociaux. Le Zimbabwéen Andrew Shimpoda, directeur général de Shelter Afrique, qui invite les 44 pays membres à travailler ensemble pour remporter la bataille des logements à des prix décents à l'effet de satisfaire la population. Les travaux se déroulent sur le thème 40 décennies de politique de logement abordable en Afrique, cartographier les 40 prochaines années. Et malgré les 4 dernières décennies d'efforts consentis par Shelter Afrique, la crise du logement reste prégnante sur l'ensemble du continent à cause notamment de la croissance démographique galopante. Comment donc loger les 17% de la population mondiale? Une véritable gageure pour le continent. Et voici quelques-unes des réponses et des expériences partagées à cette rencontre de Yaoundé et compilées par Oswald Modo. Loger décemment leurs 1,2 milliard d'habitants constitue l'un des défis majeurs des États africains. La faute à une croissance démographique inversement proportionnelle à l'offre en logement qui accentue toujours le gap. En Afrique subsaharienne, les enjeux et difficultés semblent partagés.
Le constat est qu'il y a une faible offre de logement à une population qui est en perpétuelle croissance. Avec une population estimée à 33 millions, nous avons encore un déficit de 2 millions d'habitations. Nous sommes confrontés à la démographie, à l'extrême pauvreté, d'où la résilience commune. À chaque pays sa vision pour résorber un déficit aujourd'hui estimé à 60% de la population urbaine, soit environ 285 millions d'Africains. Nous travaillons actuellement à la mise en place d'une autorité en charge de l'habitat pour régler le secteur. Nous avons aussi pu faire passer une loi. Nous avons un secrétariat permanent qui s'occupe de la politique nationale du logement, une société d'État qui s'occupe de la construction et de la vente du logement. Nous avons également une société qui s'occupe de l'aménagement. Nous avons un gouvernement qui a une grande vision, notamment d'offrir aux Togolais 20 000 logements. Mais ces efforts restent très insuffisants et parfois inefficaces face au boom démographique du continent. Au Burkina Faso, nous avons un programme de 40 000 logements. Et ça fait plus de 5 ans, on n'a pas réalisé 6 000 logements. Nous sommes confrontés à ce que nous appelons les bidonvilles qu'il faut résorber. L'urgence de la mutualisation des efforts via des partenariats devient donc un impératif. Dans un continent où seuls 5 à 10% de la population peuvent se permettre la forme la moins chère de logement formel. Et ce sera le constat permanent à cette rencontre de Yaoundé. Le besoin en logements sociaux abordables reste immense dans la plupart des pays africains où Shelter Afrique apporte pourtant déjà le conseil, le financement direct et des prêts. Allons voir le cas du Cameroun, ici chez nous. L'institution financière panafricaine annonce la création d'une industrie de production des matériaux de construction. Cyril Kingembepe. L'option choisie par Shelter Afrique pour le logement abordable est assise sur 3 piliers majeurs. L'assistance technique à travers des conseils apportés aux États, le financement de l'effort de construction et surtout des prêts bancaires destinés aux acquéreurs. D'un pays membre à l'autre, l'accompagnement de l'institution est spécifique. Shelter Afrique fait du plaidoyer et offre de l'assistance technique aux États membres aussi bien qu'au secteur privé, en plaçant des financements auprès des banques locales pour que ces banques-là puissent leur donner des crédits hypothécaires avec les meilleures conditions. Le Cameroun a obtenu en mars dernier un programme particulier dans le portefeuille de l'institution. C'est juste une phase pilote de 3000 logements à prix abordable. Notre conseil d'administration vient d'approuver le financement d'une usine de production de logements pour produire tout ce qui rentre dans la construction en grand nombre. Pour réaliser ces objectifs, Shelter Afrique bénéficie des versements de ses actionnaires, les 44 pays membres, mais aussi du soutien des autres institutions telles que la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et l'Agence française de développement. Faisons à présent le point de la campagne de vaccination contre le Covid-19. L'opération lancée le 12 avril ne mobilise guère les foules. Les autorités sanitaires annoncent à peine 82 000 personnes vaccinées sur une projection de 812 000 pour cette première phase. Du coup, le programme élargi de vaccination appelle à plus d'enthousiasme pour éviter une troisième vague de la pandémie au Cameroun. Avant d'entendre le son de cloche du ministre de la Santé publique, déjà sur ce plateau, bonsoir Monsieur le ministre et bienvenue. Bonsoir Madame. Nous allons d'abord voir ces constats de Laetitia Onanan dressés dans quelques centres de vaccination ce lundi dans la capitale. 14h ce lundi au centre de vaccination contre le Covid-19 de l'hôpital Jamo à Yaoundé. À 7h, par l'ombre d'une vie, sous cet abri censé accueillir les potentiels candidats au vaccin contre le coronavirus. Un peu plus loin, au centre de prise en charge du Covid-19 DPC Djungolo, pas de patients en vue, mais les infirmières en alerte prétendent avoir reçu 16 patients volontaires ce jour. Des chiffres légèrement en hausse comparativement aux semaines précédentes, mais loin du compte voulu au programme élargi de vaccination. On a déjà vacciné 82 200 personnes avec la première dose et plus de 20 000 avec la deuxième dose. Donc, au vu des objectifs qu'on s'était fixés, il faut admettre que c'est faible. Les professionnels de santé plaident donc pour une adhésion massive à la vaccination. Le défi
étant d'immuniser toute la population camerounaise et de faire tomber le masque. Alors, Monsieur le ministre de la Santé publique, on va dire quelques repères d'abord de la pandémie avant de savoir ce qui coince sur ce front de la vaccination. Oui, merci madame. Les repères sont clairs. Depuis quelques semaines, comme nous l'avons toujours dit, nous avons des indices, c'est-à-dire des indicateurs qui nous permettent de penser que la pandémie est en train d'être complètement maîtrisée par le gouvernement. Mais nous ajoutons toujours, parce que là nous sommes descendus sur la barre de 1000 cas la semaine, alors qu'on était déjà dans les 10 000 à peu près. Alors, mais nous ajoutons toujours que la vigilance doit être de mise, parce que nous avons déjà connu cette accalmie l'année dernière et ça a repris avec la deuxième vague. Et donc nous ne voulons pas nous inscrire dans cette démarche où on serait encore en train de subir une troisième vague. Donc nous devons continuer maintenant à remettre encore nos masques de plus belles, à observer les mesures barrières, les mesures édictées par le président de la République étant encore en vigueur. Donc nous devons continuer à faire attention. Alors, vous achevez, Monsieur le ministre, le tour de quelques formations sanitaires à travers le territoire national. Quel est donc votre diagnostic de cette réticence, pour ne pas dire une défiance même des populations envers les vaccins disponibles contre le Covid-19 au Cameroun? De toutes les manières, de ce que nous avons pu constater sur le terrain, c'est pas une réticence ou pas une défiance, mais davantage un besoin de plus de communication, de sensibilisation à notre avis. Et c'est pour ça que nous avons reconçu une politique de communication pour expliquer le bien fondé de la vaccination, quels sont les bénéfices de la vaccination, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre d'une campagne comme ce que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, et puis surtout éclaircir, n'est-ce pas, toutes ces informations que les populations ont consommées sur les réseaux sociaux et qui sont de nature à leur faire peur, n'est-ce pas, de prime abord. Donc c'est ça que nous avons constaté et c'est à ça que nous sommes aujourd'hui en train de travailler. Et vous annoncez donc cette campagne nouvelle d'intensification de la vaccination à partir du 7 juillet jusqu'au 11. Voilà. Qu'est-ce qui va changer exactement par rapport à cette campagne intensive qu'on a connue d'ailleurs déjà au début du mois de juin? Oui, disons que lorsque nous avons commencé la campagne de vaccination, nous avons quand même eu un bon résultat. On a été monté à pratiquement 3500, 4000 personnes vaccinées jour. Et c'est après que la courbe est descendue. Ce qui va changer, c'est que nous sommes en train de vouloir... nous avons proposé au gouvernement d'élargir les cibles. Maintenant, nous allons prendre toute personne qui arrive et qui a 18 ans et plus peut se faire vacciner désormais. Donc ça, ce n'était pas le cas avant parce que c'était les personnes de santé, les personnes de plus de 50 ans. Donc là, nous allons élargir les cibles. Nous allons multiplier les centres de vaccination, y compris les centres spéciaux. Nous allons également, n'est-ce pas, nous diriger avec des équipes mobiles vers certaines structures, c'est-à-dire que ce soit structures privées, publiques, les entreprises, les universités, les administrations. Dans la CRTV, par exemple? Voilà, effectivement, nous voulons bien mettre une ou deux équipes à la CRTV et vacciner tout le personnel de la CRTV. Donc nous allons faire cela et nous pensons qu'en expliquant très bien, en utilisant nos agents de santé communautaires qui vont faire pratiquement du B2B, qui vont aller dans les ménages, expliquer, nous pensons qu'on pourrait avoir de meilleurs résultats. Pourquoi faut-il se faire vacciner exactement, Monsieur le ministre? Dans ce brouhaha de mise en garde d'ailleurs énorme qui parviennent aux citoyens camerounais lambda, pourquoi doit-il se faire vacciner? Alors, je pense que c'est la meilleure question que vous venez de poser là. C'est la plus pertinente parce qu'en réalité, pourquoi est-ce qu'on devrait se faire vacciner? Alors, on devait se faire vacciner pour plusieurs raisons. D'abord, pour se protéger soi-même. Et j'aime toujours à raconter cette histoire où nous avons eu une personne qui avait pris une dose, a eu le Covid, mais après 3, 4, 5, 6, 7 jours, n'a pas eu une seule perforation de son poumon. Parce que la personne était protégée. Donc, elle était protégée par le vaccin. Donc, il faut se faire vacciner pour se protéger d'abord. Il faut se faire vacciner pour protéger les autres tout autour. Mais on n'acquiert pas l'immunité. C'est un peu ça les questions qui fusent. Alors, l'immunité, je pense que la plus importante, c'est les formes graves et le décès. Et là, l'immunité est à 100%.
À 100%. Parce que le vaccin aujourd'hui, si vous prenez AstraZeneca par exemple, c'est 70% contre les formes asymptomatiques, mais c'est 100% contre les formes graves et les décès. Donc ça, c'est clair. Et je voudrais ajouter un autre argument, c'est qu'il faut se faire vacciner davantage pour aussi faire repartir l'économie. Nous avons vu dans certains pays aujourd'hui qui ont atteint un niveau de couverture vaccinale de 40 à 50%. Les États-Unis. Voilà, les États-Unis, l'Israël, la Grande-Bretagne, la vie recommence, l'économie recommence à repartir. Donc, nous devons nous faire vacciner davantage aussi pour faire repartir nos activités économiques. Mais que deviennent ces stocks de Sinopharm, AstraZeneca reçus déjà au mois d'avril? Comment vous gérez tous ces stocks de vaccins? Comment ça va se passer? Mais justement, c'est avec cela que nous sommes en train de faire notre campagne de vaccination. Lorsque vous arrivez dans un centre de vaccination, vous avez le choix entre Sinopharm et AstraZeneca. Donc, on ne vous l'impose pas. On vous dit, voilà, vous avez deux types de vaccins. Nous avons le gouvernement, d'ailleurs, sous les directives de Monsieur le Président de la République, son Excellence Paul Biya, a été proactif parce qu'il a passé encore des commandes, n'est-ce pas, de Johnson & Johnson. Nous avons... Qui arrive quand, Monsieur le Ministre? Normalement, c'est disponible depuis déjà dès août, mais nous devons d'abord absorber ce que nous avons aujourd'hui. Parce que vous savez très bien que ça ne sert à rien d'avoir des vaccins et ne pas pouvoir l'absorber. Donc, c'est en fonction des besoins que nous pourrons l'avoir. Mais ça a déjà été préacté, ça a déjà été commandé et payé. Donc, en réalité, le président de la République et son gouvernement ont déjà fait leur part. C'est à nous, population, maintenant, de faire notre part et de pouvoir permettre à notre pays de sortir de cette zone. Parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, de par le monde, on est déjà en train de catégoriser les pays. Et nous ne voulons pas être dans la zone rouge de toutes les manières. Justement, pas zone rouge, oui, mais est-ce que ça ne vous démange pas un peu, Monsieur le Ministre, de passer à ce pass sanitaire déjà appliqué dans certains pays? On voit un pass composé d'un test Covid-19 négatif, d'un certificat de vaccination pour accéder à des espaces publics de vie commune. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça vous démange, j'allais dire en vous rasant le matin, de dire on va instituer ça et puis basta? Il faut le dire tout de suite, indéniablement nous allons y arriver. C'est vrai que ce n'est pas encore le cas pour le Cameroun, mais on ne pourra pas y échapper. Parce que même si nous ne le faisons pas, les autres le feront de toutes les manières. Aujourd'hui, nous avons déjà les conditions d'accès, par exemple dans un pays de l'Union européenne, où on a classé des pays par couleur. Les couleurs vertes qui arrivent avec leur passe, les couleurs orange qui ont des types de vaccins, et puis le couleur rouge où vous ne pourrez même pas accéder. Donc, alors le vaccin est obligatoire. Il va falloir peut-être un jour le dire clairement que ce n'est plus volontaire, mais c'est obligatoire de se faire vacciner. Peut-être même si on ne le dit pas, c'est-à-dire que les circonstances pourraient amener les gens à penser que c'est cela, parce qu'en réalité, vous serez contraint à faire telle ou telle autre chose. Tant que vous n'avez pas de vaccin, vous n'aurez pas accès, par exemple, au stade. Vous n'avez pas accès à tel pays, à tel espace. Vous serez obligé de vous faire vacciner. Vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas aller au cinéma, au restaurant. Voilà. Mais en réalité, ça appelle ce que j'ai toujours qualifié de responsabilité individuelle et collective. On n'a même pas besoin de nous amener jusque-là, de nous obliger à faire quelque chose, mais nous devons être responsables. Et cette responsabilité individuelle et collective devrait nous amener spontanément vers le vaccin. Parce qu'on a tout le bénéfice d'un vaccin, mais jamais un inconvénient dans ce sens-là. La troisième vague, on est un peu éloigné, j'espère, de cette autre psychose, Monsieur le Ministre, avec cette question. Pour le moment, nous mettons tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de troisième vague. Parce que nous avons une surveillance systématique aux portes d'entrée, nous avons une surveillance génomique au niveau de nos laboratoires, mais en réalité, nous avons peur. Parce que partout ailleurs autour de nous, que ce soit en Afrique, nous avons déjà les troisième vagues qui sont reparties. Alors, si nous ne faisons pas attention, si nous ne revenons pas à cette discipline, parce que, vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, lorsqu'il nous donnait des conseils, et il continue d'ailleurs à nous donner des conseils relativement aux mesures barrières, relativement aux masques, ça a porté des fruits. Tous les soirs, voilà, ça a porté des fruits, mais nous avons l'impression que les gens ont déjà abandonné. Et donc, on risque d'être dans le schéma de l'année dernière, où après quelques périodes d'accalmie, nous avons pensé qu'on a vaincu le coronavirus et puis c'est reparti. Donc, nous voulons éviter cela
éviter la troisième vague. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut que nous reportions nos masques systématiquement, que nous essayons de surveiller nos gestes, qu'on soit en train de regarder les mesures barrières et de pouvoir nous tenir à distance. Et la distance est bien respectée. Oui, bien entendu. Voilà. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique, pour ces éclairages et ces perspectives dans ce combat épique que vous menez avec le gouvernement et le chef de l'État contre la pandémie du Covid-19. Et une autre maladie également qui continue d'interpeller votre secteur, c'est le VIH-Sida. Et avec les partenaires au développement, le Cameroun vient de lancer l'initiative Éducation Plus. C'était ce lundi à Yaoundé. L'initiative était lancée par le Premier ministre, chef du gouvernement au nom du chef de l'État, et ce sont les Nations Unies qui tiennent cette initiative à travers leurs extensions sur le territoire national et même à travers de nombreux pays africains, les agences onusiennes interpellées. Laurentine Bokono. L'initiative Éducation Plus mobilise plusieurs agences des Nations Unies, ONU-SIDA, UNESCO, UNICEF, FNUAP et ONU Femmes. Objectif ? Sensibiliser, mais aussi de susciter une amélioration des paradigmes ainsi que des mentalités en faveur de l'éducation de la fille, de la jeune fille, étant entendu qu'il s'agit d'un levier important de leur autonomisation et de leur protection contre les infections du VIH-Sida. Au Cameroun, les adolescentes et jeunes filles âgées de 15 à 24 ans sont 9 fois plus susceptibles de contracter le VIH que leurs homologues masculins. Le Premier ministre, chef du gouvernement, salue cette nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations entre le système des Nations Unies et le Cameroun. Il s'agit une fois de plus de la matérialisation des relations harmonieuses qui existe entre les deux parties face aux défis qui interpellent le monde. Cette nouvelle initiative onusienne en faveur de la jeune fille mobilise à la fois les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile. Et voici ce qui fait débat ce début de semaine au Cameroun. Ce sont ces rumeurs qui annoncent une certaine fébrilité, sinon un véritable mécontentement chez les acteurs du secteur du livre scolaire. Qu'en disent les éditeurs? Quel est exactement leur problème? Agnès Solange Abessolo a mené l'enquête. La presse fait les choux gras d'un mouvement d'humeur annoncé chez les éditeurs locaux depuis peu. À l'origine, les statistiques montrent que les éditeurs étrangers qui sont supposément favorisés par le Conseil ont 12% de part du marché du manuel scolaire pour la prochaine rentrée scolaire. Et donc on ne peut pas nous accuser d'avoir favorisé ces éditeurs dont le nombre de livres régresse d'une année à l'autre. 50 éditeurs se partagent le marché du livre au Cameroun, parmi lesquels 6 étrangers. La part du lion revient à un éditeur local, 71 livres sur 304. Alors de quoi parlons-nous, chers éditeurs locaux? Je peux vous rassurer que tous les éditeurs ont eux-mêmes été surpris de cette publication. Aucune réunion de la part des maisons d'édition pour annoncer la grève. Au contraire. Vous me demandez si je suis au courant d'une grève. La réponse est non, je ne suis pas au courant. Fausses rumeurs ou manipulations, des documents circulent tout de même. Cependant, dans les rayons, le manuel scolaire sera bientôt bel et bien présent. Tous les éditeurs qui sont en contact avec nous assurent que leurs livres sont en production. Pour quelques-uns, les livres sont déjà disponibles. Il n'y a donc pas péril en la demeure. L'école reprendra donc en septembre en toute sérénité, mais pour l'instant, c'est la suite de la série des examens officiels 2021 et ce lundi marquait l'entrée en scène du probatoire de l'enseignement général. Prenons donc le pouls dans 2 établissements de Yaoundé dans ce reportage de Christelle Fouda. Lycée bilingue des Kounou ce lundi matin. Le proviseur au four et au moulin veille au contrôle systématique des candidats avant les épreuves du probatoire général. Le jour de l'examen, tu viens comme ça. Tu ne veux pas respecter les instructions de Madame Michel. Regarde, tout le monde est en salle, sauf toi. À
Accoutrement, fouille et port obligatoire du masque, tout est passé au peigne fin en présence des forces de maintien de l'ordre. Le 77 Blaine de Kounou reste serein. Ce matin, nous avons accueilli les candidats. Nous avons déjà lancé la première preuve de la journée. Nous voulons vous rassurer également que toutes les mesures sont implémentées, sanitaires, sécuritaires, pour que tout se déroule dans de très bonnes conditions. Même dispositif sécuritaire, sanitaire et disciplinaire au lycée d'Onkolitone. Le sous-centre totalise 1190 candidats, dont une trentaine en situation de handicap. Nous avons dans notre centre des candidats normaux et nous avons aussi des spéciaux déficients. Et nous nous occupons vraiment particulièrement d'eux parce que dès le portail, nous les prenons et nous les accompagnons jusque dans leur salle de classe. Les salles de veille ont également été affrétées pour les urgences d'ordre médical. De quoi rassurer les élèves qui affronteront cette session écrite du probatoire général durant toute la semaine. Ce lundi était 21 juin et comme chaque année, c'était Journée mondiale de la musique, mais la fête a déserté les mœurs et les cœurs plombés par le Covid-19 ambiant. Le dossier de la rédaction ce soir est dans la grisaille de cette musique camerounaise pour vivre la fête malgré tout, la musique résiliente qui se réinvente, notamment grâce à l'Internet. Barbara Padjama est allée voir quelques-unes de ces recettes expérimentées sur le net par les artistes. Donc je disais le genre de beat que je veux un beat rap assez festif. Une commande en projection. Alors là, c'est un artiste gabonais, il s'appelle Béné. Il a sollicité nos services. La réponse en un clic. Des arrangements pour baisser les vibrations du Covid. C'était vraiment difficile de travailler à distance. Le seul truc qu'on pouvait faire, c'était peut-être faire juste des compositions, leur envoyer, ils travaillaient chez eux, mais le travail en studio était carrément bloqué. Le travail distanciel en studio est composé partout depuis un moment. Une fois le produit fini, on se met sur la scène du streaming. C'est la piste de l'innovation. C'est à ce moment-là que les artistes ont découvert qu'ils pouvaient vendre leur musique en streaming. Mais comme c'est un système qui n'est pas encore vraiment ancré dans notre pays et qui ne rémunère pas encore vraiment. Facebook est sans danger, mais manque de chaleur. Catino aussi a suivi le lien du live. On peut mettre les masques à la bouche, au nez, on ferme. Binga que faut bobo spectacle normal. Binga man faut sobmo, bi man fourmal. Borbonga ning normal. C'est un problème qu'on va continuer à vivre avec. L'expérience est mieux en groupe ou sous sponsor. Sinon, on n'empoche que dalle. Le streaming au Cameroun, ça paye quasiment pas. Loin des studios et du public, les musiciens réservent leur corde vocale pour les a cappella solitaires. Chantal Biango Morana Bien, je veux me fâcher. 40 ans que la musique se fête ainsi, mais depuis 2 années, les musiciens camerounais broient du noir, les artistes ont du vague à l'âme. Cependant, quelques salles closes ouvrent des sas d'aération. Le cas de ces 2 héros de la musique les dimanches, rien que pour la survie. Le long blues d'un métier raconté par Serge Atangana Bissot. Soirée au vacarme d'un dimanche, quartier Mana, chez les anglophones comme on a rebaptisé cette ruelle. Kamakai, nom d'artiste, la star du moment, dans les fêtes étonne. Ils mettent en transe. Ainsi survit le spectacle vivant musical, salle de spectacle fermée depuis 2 ans. C'est un peu compliqué, ça devient une histoire de la jam station, c'est-à-dire que je connais Aïdjo Mamadou. Je dis, Mola, viens, dimanche on s'amuse. Elle fait encore des reprises, des bœufs parfois aussi, entre 2 stars éprouvées. Aujourd'hui, vous avez Kamakai. Tout à l'heure, vous avez Djungolfe qui va arriver. Vous avez Mangaluki qui va arriver. Un tel plateau, il y a 2 ans, s'enlevait au plus gros cachet. Ça, c'était avant Covid-19. C'est des conventions qui sont personnelles. J'ai 10 000 francs à vous donner. Je dis, non, pas de problème. Nous traversons Yaoundé. À l'autre bout de la ville, quartier Kounou, l'équipe du dimanche, en place. Tonton Solo, retrouvé au poste guitare-basse. Inédit. Le réchauffé est aussi un plat qui se déguste quand la musique a mal.
c'est l'équipe du dimanche. Ils s'arrangent à donner quelque chose pour les taxis et pour accompagner le concept en fait. Pour vivre et faire vivre la musique, ils ont oublié que c'est un métier où on espère un salaire. On ne court plus le cachet. Juste un scotch, un bourbon, une bière. Le salaire de l'amitié, en attendant des jours meilleurs. Et c'est cela, la résilience. Et voici la radioscopie de la chanson camerounaise, jadis conquérante, élaborée, authentique, variée et riche. Elle semble avoir perdu son âme et ses rythmes, en dehors de quelques pépites qui donnent encore des raisons d'espérer un éventuel renouveau. Éric Benjamin Lamère se souvient ce soir avec nostalgie de l'âge d'or des sonorités camerounaises. Munekwa, Émile Kangué, les Black Steel, un classique de la musique camerounaise, ici rafraîchi par X Malaya dans le dernier album baptisé Back to the Roots. Un retour aux sources, à cet âge d'or la musique camerounaise qui s'est imposée pendant plus de 20 ans sur les dance floors d'ici et d'ailleurs. Entre le début des années 70 et le milieu de la décennie 90, le Makossa, porté par le génial Tutu Guillaume et les Black Steel, puis futur capitaine de l'équipe nationale du Makossa, domine tous les hit parades. Le Tchamassi d'André Marie Tala, le Mangambe de Pierre Ditchakounte et le Bikouti de Bessie Martin donnent à apprécier le génie musical du pays de Manu Dibango. Cette culmination tient d'une génération certes talentueuse, mais surtout exigeante. Il fallait être très pointu, il fallait être très exigeant et en même temps, avant même d'entrer en studio, il fallait avoir préparé son œuvre à l'avance, c'est-à-dire les textes devaient être maîtrisés, ils devaient être élaborés, la musique devait être jouée par des musiciens, des instrumentistes chevronnés. Bousculée par la déferlante soukous et les vagues du zouk, la musique camerounaise commence à décliner. La révolution technologique, avec ses facilités, donne à écouter les musiques jetables qui ne résistent pas au temps. L'espoir reste tout de même permis avec l'éclosion de nouveaux talents, certes portés par la vague rythmique nigériane, mais qui recommence à faire parler à nouveau du Cameroun. Mais il faudrait peut-être qu'on revienne à l'essentiel. Écoutez la musique d'abord, la regarder ensuite. Musique aux intersections, c'était le thème générique de la célébration de la 40e édition de la Fête de la musique ce 21 juin. Une activité commémorative mise en scène au Musée national sous la houlette du ministre des Arts et de la Culture. Des artistes musiciens et divers hommes de culture ont ainsi échangé sur leurs conditions de vie par ces temps de Covid-19. Je vous propose d'écouter le ministre Bidon Pat dans un entretien avec Serge Atangana-Bissot. Depuis le mois de décembre 2019 est demeuré très hostile à l'épanouissement non seulement de nos artistes, mais également de nos populations, tous obligés de renoncer aux aspects bénéfiques de danser et de chanter ensemble. Malgré ces contraintes, les artistes musiciens n'ont pas abdiqué. Leur créativité a été mise à contribution, à l'instar de nos scientifiques qui ont réagi positivement à l'appel du chef de l'État, les invitant à privilégier des solutions endogènes à cette maladie. Les différents messages de sensibilisation et d'éducation ont efficacement contribué à une prise de conscience rapide vis-à-vis de la dangerosité de ce virus pour nos vies. Un extrait du discours du ministre des Arts et de la Culture à l'occasion de cette Fête de la musique. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, Fête de la musique 2021, voici une touche d'agrément qui s'est ajoutée à la réflexion qui était menée ce lundi avec la visite d'une exposition d'objets et d'instruments traditionnels de musique tirés du patrimoine culturel national. Une exposition à la salle du musée national où le saxophone de Manu Dibango, ici à l'image, a constitué la grande attraction. Officiels et artistes se sont inclinés pour une minute de silence en la mémoire de ce monument de la musique camerounaise décédé il y a un peu plus d'un an maintenant.
Allons prendre des nouvelles. La session législative du mois de juin en cours. Là-bas, 2 projets de loi étaient en discussion générale ce lundi. Face à la représentation nationale, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, et le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounou Nafutso. La synthèse de Clarisse Tang. Le tout premier projet de loi qui a suscité des interrogations chez les élus au cours de cette séance plénière de discussion générale présidée par le très honorable Kavaï Yeguié Djibril en présence du ministre délégué à la présidence de la République chargé des relations avec les assemblées, François Bolvin Wakata, est celui portant ratification de l'ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de l'exercice 2021. Ce texte a fait l'objet de vifs débats. C'est une bonne chose que de prêter de l'argent, mais je remarque qu'au Cameroun, la loi de finances ne porte pas de plafond du taux d'intérêt. Nous y allons justement parce que nous espérons avoir un taux beaucoup plus avantageux. Nous visons le meilleur taux possible. Nous ne comprenons pas pourquoi, 6 mois seulement après, on soit à réviser le budget parce qu'il y a eu une fluctuation de coût du pétrole. À l'heure actuelle, nous avons effectivement fait une prévision qui se voulait conservatrice. Après ces échanges, le texte a été adopté. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique répondra ensuite aux préoccupations des représentants du peuple relatives au projet de loi portant organisation et promotion du volontariat au Cameroun. Nous allons avoir un environnement favorable au développement et à la promotion de l'entrepreneuriat, surtout l'extension, n'est-ce pas, de ces acteurs vers le secteur privé. Ce projet de loi sera également adopté par la Chambre entière dans sa forme initiale. Et c'est allé très vite. La loi du 21 juin 2021 portant ratification de l'ordonnance du 26 mai 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la présidence du Cameroun pour l'exercice 2021. Voici donc ce texte. Article 1er est ratifié. L'ordonnance du 26 mai 2021 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 17 décembre 2020 portant loi de finances de la République du Cameroun pour cet exercice 2020. Article 2e, la présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais. C'est donc ratifié ce 21 juin 2021 par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Autre décret du chef de l'État, ce 21 juin, il habilite le ministre des Finances à recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA dans la limite du plafond des emprunts non concessionnels en vue principalement du rachat partiel au total des eurobonds en cours. Il découle ce texte-ci du premier que je viens de lire. Et en article 1er, le président de la République décrète, le ministre des Finances est habilité avec faculté de délégation à recourir au nom du gouvernement à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA dans la limite du plafond des emprunts non concessionnels, à procéder au rachat partiel ou total de l'eurobond en cours et à dénouer toute position de couverture de change y afférente. Article 2e. Les emplois des ressources découlant du reliquat éventuel issu des émissions des titres visés à l'article 1er ci-dessus sont soumis à l'approbation préalable du président de la République. Article 3e. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais, également signé ce 21 juin par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous allons dans la Damawa où des militants du RDPC dans le Mayo-Bagno ont reçu 40 000 cartes d'adhésion ce dernier week-end, une activité conduite par l'élite de ce département. Ibrahim Mohamed Abbassi. 9000 cartes d'adhésion pour remobiliser la base militante et conforter le RDPC dans ses positions dans le département du Mayo-Bagno.
On veut être présent sur le terrain. Il y avait un besoin important de cartes d'adhésion. Et c'est la raison pour laquelle l'initiative qui a été prise par le ministre Moustapha, tout de suite a mobilisé les élites de la région de l'Adamawa tout entière. Réparties en fonction du poids démographique, ces cartes d'adhésion seront distribuées aux militants et militantes du Parti du Flambeau au niveau des cellules et comités de base. Nous allons mettre l'accent pour que ces cartes arrivent à destination. Et c'est arrivé à point nommé. Parce que la section RDPC du Maïbani au centre en avait besoin. Les femmes nous sont mobilisées derrière le RDPC et nous allons travailler, nous allons distribuer ces cartes-là avec ardeur. 40 000 cartes d'adhésion seront distribuées aux militants de 21 sections du RDPC de l'Adamawa au terme de ces opérations. Audience du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Économie sociale et de l'Artisanat ce lundi, Achille Basilekin III, qui recevait le nouveau représentant résident de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Il s'appelle Raymond Tavares. Il a réitéré l'engagement de l'institution onusienne qu'il dirige, l'engagement aux côtés du Cameroun. Il explique ce soutien dans une interview avec Franck Evina. Le quadriennum à venir, 2022-2025, va nous permettre d'aller beaucoup plus en profondeur dans le sens de la réalisation des priorités identifiées dans le cadre de la stratégie nationale de développement. Mais davantage encore, que nous puissions tirer parti aujourd'hui des opportunités offertes, que ce soit en matière de développement du numérique pour consolider les PME, accompagner leur modernisation, mais également renforcer en fait l'indice des produits manufacturés dans le cadre de la production nationale. Et en cela, je reste persuadé qu'avec l'arrivée du représentant résident ici, nous sommes convenus d'un programme de travail pour mettre en cohésion les priorités de l'ONUDI et les priorités qui ont été identifiées dans le cadre de notre stratégie nationale de développement. La page des sports et le profil de Gabriel Zabo, retenez son nom, c'est le nouvel entraîneur-sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football. Il était nommé à ce poste le 18 juin, récemment donc, par le président de la Fédération camerounaise de football. La même décision désigne de nouvelles personnalités à différents postes. Et voici le portrait du nouvel entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables du football, portrait brossé par Joseph Gouet à Manding. Il officie désormais comme patron du banc de touche de la sélection féminine nationale de football. Gabriel Zabo, 48 ans, ancien gardien de but et aujourd'hui entraîneur de football depuis 2005. Comme encadreur, il est passé par les Astres de Douala, Panthère d'Undé, Matelot de Douala, Fauveau Club de Baham, Sable de Batier, Douala Athletic Club, Union Sportive de Douala, La Colombe du Sud et Stade Renard de Mélon. Avant sa nomination comme entraîneur-sélectionneur des Lions indomptables ce 18 juin, il avait la charge des U20 depuis 2015. Bien que surpris par sa promotion, le natif des Kayélé dans l'extrême nord du Cameroun nourrit des ambitions pour son nouveau poste. J'ai en tête d'inscrire mon nom, n'est-ce pas, et le nom du Cameroun pour la première fois au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations. Mes prédécesseurs ont fait un travail en amont et nous allons apporter notre touche, apporter quelque chose pour pouvoir, n'est-ce pas, gagner. Gaël Nganamouit, ancienne Lyon et Ballon d'Or africain 2016, est le team manager de la sélection nationale. Le nouveau staff technique est composé de 9 personnes avec un poste créé de responsable d'équipe matérielle. C'est cette équipe qui est appelée à donner un nouveau visage à l'équipe nationale féminine de football du Cameroun. Et voilà qui met un terme à ce 20h30. Il y aura simplement à retenir la suite de l'Assemblée générale annuelle de Shelter Afrique à Yaoundé. Fin des travaux dans la capitale jeudi. Et puis le coup de pouce donné à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le ministre de la Santé publique était sur ce plateau pour rappeler l'importance vitale de cette vaccination.
Le 20h30 était préparé avec la collaboration de Barbara Pajama, de Auguste Angononga et Christelle Beina. Vous aurez un autre journal à minuit présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez immédiatement sur cette antenne Yves-Marc Medzo dans Présidence Actu. Très belle soirée sur toutes nos antennes et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.